Bonsoir à tous. Alors moi qui suis océanographe, je ne peux qu'être ravi d'être sur un bâtiment comme celui-ci. J'ai passé 20 ans à Brest, on travaillait beaucoup avec l'école navale à l'époque. Et là aujourd'hui, c'est vrai, la vraie question qu'on se pose, c'est qu'on a beaucoup parlé d'humain depuis le début, ce qui est normal, on s'aime. Et puis, on oublie un petit peu ce qui n'est pas humain, les non-humains. Et vous allez voir que pour notre bien-être et notre survie, ces non-humains sont absolument indispensables. Alors j'ai quelques images à vous passer. Ces images, c'est la première transmission en fait de la Terre, la transmission du monde minéral au monde vivant. Nous sommes il y a 4000 millions d'années, 4 milliards d'années, un petit peu moins. Et dans ces explosions de supernova ici dont nous parle Hubert Reeves, il y a 12 milliards d'années, le vivant va se développer. Et nous avons ici une météorite au milieu qui s'appelle la météorite d'Orgueil. Elle tombe d'un petit village du Gers. On était en mai 1864. Et c'est le rôle d'un scientifique. Ce caillou, il est vraiment moche. On l'aurait jeté à la poubelle. Mais un humain va le ramasser. Cette nuit-là, Toulouse est illuminée par une pluie d'étoiles. Aucun animal n'aurait fait ça, quand on parle des comparaisons humain-animal. Un humain le ramasse, un paysan du Gers, et on l'oublie pendant 120 ans dans une caisse à oignons. Et en 2005, on l'analyse, ce caillou. Il raconte une fabuleuse histoire. Il raconte effectivement le passage de la vie minérale à la vie finalement. Et je vous ai mis la composition de l'océan. Nous sommes ici effectivement sur un morceau d'océan. Il n'y a qu'un seul océan. Arrêtons de parler des océans. Il y a un seul océan. Il y a plein de mers différentes. Si vous prenez de l'eau de mer à 400 mètres de fond, c'est la même partout. Ça peut varier au niveau de la densité du pH, mais il y a une eau de mer océanique. Et cette eau de mer, depuis 100 millions d'années, elle ne change pas. Et je vous ai mis ici en bas à gauche une vue d'estuaire. Alors, tout en haut, c'est de l'eau douce. C'est l'eau qui vient de la fonte des glaciers, qui vient d'une source. À gauche, c'est l'océan, tel qu'on l'aime ici, sur la mer Méditerranée. Et entre les deux, quand je regarde un petit peu ce qu'est cette eau, elle n'est ni douce ni salée, elle est intermédiaire. Et je vous ai mis dessus votre sang. Nous sommes tous faits du même sang. Pourquoi un sang humain contient-il 140 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure? C'est l'eau de mer. L'histoire de l'humain, la physiologie de l'humain d'aujourd'hui raconte l'histoire de l'apparition de la vie dans l'océan. Et après de la sortie de l'océan, il y a à peu près 450 millions d'années. Et je vous ai mis ici quelques images de bactéries datées à 3,45 milliards d'années. Et les mêmes que je peux ramasser avec vous, là, dans l'eau qui jouxte la coque ici du tonnerre. On ramasse un petit peu d'eau, il y a des cyanobactéries dedans. Elle raconte l'histoire du vivant depuis les origines de la vie, en fait, dans l'océan ancestral. Les lichens qui sont les premiers à venir sur les continents. Et puis, ça, c'est quoi? Ça ressemble beaucoup, effectivement, à une image de l'univers, vous voyez? C'est une goutte d'eau de mer. Pensez aux milliards de gouttes d'eau de mer qui jouxtent la côte ici, la coque de ce navire de combat. Toutes ces gouttes d'eau de mer contiennent toutes des microalgues, que je vous ai mis ici, qu'on appelle des protistes, des grosses cellules à noyaux, des virus et des bactéries. Et c'est l'histoire de la vie depuis l'origine du vivant sur la planète, une goutte d'eau de mer. Et regardez ce qu'elles sont. 98% de la masse du vivant de cette eau de mer, c'est ça. Les baleines, les poissons, c'est que 2%. Donc imaginez le rôle de ces micro-organismes dans l'océan. Deuxième écosystème, on sort de l'océan, on passe sur les continents, un morceau de terre, de votre jardin, du champ d'à côté, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare, qui les connaît? Et dans l'indifférence générale et dans un manque total de prévoyance, que fait l'humain aujourd'hui par ses pesticides et insecticides? Il les tue. On a tué la moitié des sols de la planète. Comment pourra-t-on quitter demain, bien sûr, à produire, mes amis, les tardigrades, les vers de terre, les nématodes, les colamboles, les acariens? Tout ça, c'est un petit morceau de terre. Il y a 2 fois plus d'espèces connues dans les sols que dans l'océan aujourd'hui. Et troisième et dernier écosystème, je vais revenir à l'humain. C'est quoi ça? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. On a tous ici, filles et garçons, été bébés humains à la naissance. Il y a des mamans ici qui ont eu des bébés. Elles vont se rappeler très bien de l'événement que je vais évoquer maintenant, la rupture de la poche des os. À ce moment précis, les bactéries qui sont, on va revenir, on parlait de vaginite, je vais parler de vagin, moi, les bactéries qui sont dans le tractus de la maman vont aller contaminer ce bébé. Et c'est le moment où le bébé humain, pour la première fois de sa vie, contacte la biodiversité de la planète Terre sur laquelle il va vivre. Un bébé humain, il met 2 ans à stabiliser sa flore. Et je vous ai mis ici des images qu'on a faites durant notre mission Tara Océan. On a fait un tour du monde entre 2009 et 2013. Et on a séquencé la surface de l'océan sur plus de 20 000 stations au nord, au sud, à l'est et à l'ouest.
Et on a trouvé comme ça 2 fois plus de séquences que ce qu'on connaissait dans l'océan initialement. Et puis on les a comparées, regardez. En rouge, ce sont des gènes uniquement de bébés humains. En bleu, de microalgues de l'océan. Et en gris, tous ici dans la salle, et moi aussi, je ne suis pas un extraterrestre, nous avons un tiers de nos gènes en commun avec les microalgues de l'océan. Nous venons de cet océan ancestral. Et c'est là que l'humain a oublié ceci. Il se croit totalement particulier, à part de ces questions qu'on évoque en permanence. L'humain est dedans. Il n'est pas à côté, il est dans les systèmes de la nature. Et je vous ai mis ici pour vous achever votre lit ce matin. Parce que vous y avez dormi, on a tous entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Alors, je dis souvent à mes étudiants, vous savez, vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'avec votre copine, finalement. Hein. Ils sont en permanence sur vous, dans vous, à côté. Qu'on arrête de croire cette bêtise générale de dire l'humain est à part, il est dedans. Et dès le moment où vous allez admettre avec moi que nous sommes dedans, ça va tout changer. Chaque fois qu'on agresse cette nature, on s'auto-agresse. Ce qui n'est pas très malin pour une espèce qui elle-même s'est appelée sapiens. Alors voilà, ça c'est la première manifestation d'humain qui représente la biodiversité. J'y suis allé 2 fois, j'ai eu la chance d'aller 2 fois à l'original de Chauvet. Là, je suis avec Jean-Marie Chauvet. Jean-Marie Chauvet révèle, c'était un dimanche matin, le 19 décembre 1994, il révèle au monde cette grotte. Lascaux, c'est 20 000 ans. Chauvet, 37 000 ans, 2 fois plus vieux que Lascaux. Il y a 14 espèces animales représentées. Qui dessinent comme ça, sur les paras de Chauvet? Il n'y en a que 8 à Lascaux, 7-8. Ce qui veut dire qu'il y avait une conscience, une perception du vivant. Quand on peint ceci sur des paras de grotte, il est évident qu'on ne les a pas devant soi, ces animaux. On les fait, c'est la naissance de l'art, bien évidemment. Il y a plus de rhinocéros à Chauvet. On est en France, hein, il y a des lions, il y a des rhinocéros, des panthères et des hyènes. Ça, c'est la biodiversité, représentée par l'humain. Et là, on va arriver à nos questions qui vont intéresser des militaires. Pour moi, quand commence cette domination, effectivement, de l'humain sur le système? C'est le passage de ceci, qui est le biface, à l'arme de jet. On va tuer à distance, et ça va tout changer. Pour la première fois, les prédateurs, un humain, c'était rien du tout, bien évidemment, va devoir faire attention à cette petite espèce, toute mouillée, qui pesait 40 kilos à l'époque, et qui peut tuer à distance l'arc et la flèche, le propulseur, et plus tard, 1250, c'est la poudre noire, la poudre à canon, et tout va changer. Et quand je vais en Afrique aujourd'hui, que je suis à la frontière entre le Congo et le Soudan, et que je vois ces gamins de 14 ans, qui ont tous des kalachnikovs, faits en Chine d'ailleurs, hein. Il y a un marché aujourd'hui, et qui tue tous les éléphants, tous les rhinocéros et toutes les girafes. La question est posée, bien sûr, de la technologie associée avec les progrès de l'humain, en passant par les métaux, les vaccins, les avions, les antibiotiques, et bien sûr aussi les ordinateurs. Alors ça, c'est un travail, c'est le travail qu'a fait partir Nicolas Hulot quand il était ministre. C'est effectivement ici, vous voyez très bien, le problème de l'effondrement du vivant. Je n'aime pas trop le terme d'érosion. Une érosion, c'est faible. Je gratte quelque chose, j'érode une falaise ou un morceau de toile ou de métal. Là, c'est un effondrement du vivant. On a perdu en 15 ans en France 30% de nos oiseaux des terres agricoles. Ce ne sont pas des extinctions, j'insiste bien, ce sont un effondrement du nombre d'individus dans les populations. On a perdu 75% des insectes qui volaient sur 27 ans. En Allemagne, c'est les mêmes résultats. Et ici, on a fait un travail où on montre que même pour ceux qu'on aime, les tigres, les éléphants, les girafes, ils s'en vont. On n'est même pas fichu de les protéger, dans l'indifférence générale. Et c'est là que ma transmission à moi, ça va être ça. Comment allons-nous réagir face à cet effondrement du vivant d'un côté et ce changement climatique, bien initié, bien sûr, par les activités humaines? Alors, c'est un travail qu'on vient de publier avec des amis qui sont médecins, que connaît Thierry et son collègue aussi. Eux travaillent sur les performances physiques de l'humain et on montre qu'on arrive à des limites aujourd'hui. On croyait no limit. Hein, la transmission, c'est que l'humain va toujours progresser de plus en plus haut, de plus en plus loin. Donc on a mesuré toutes les 10 meilleures performances de l'année depuis 1900. J'ai pris 3 sports olympiques d'athlétisme, le 800 mètres plat, le saut en hauteur et le lancement du poids. Et vous voyez qu'on est partout au taquet, hein. Partout. On a regardé la taille des humains. Nous avons sans arrêt grandi depuis 1860. Les plus grands humains du monde en moyenne, ce sont les Hollandais aujourd'hui. En moyenne, garçons et filles. C'est fini depuis 10 ans. La durée de vie, on a pris 35 ans depuis 1860 en durée de vie moyenne. C'est fini. On ne dure pas plus longtemps en ce moment. On a de plus en plus de centenaires, mais il n'y a pas de gens qui vivent plus longtemps que ce qui se passait. Jeanne Calment reste pour l'instant la record woman du monde en matière de durée de vie, 122 ans, 4 mois et 17 jours, l'Arlésienne. Et vous voyez que, de qui se moque-t-on? Je prends le lancement du poids chez les femmes à gauche, là.
Mesdames, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous faites? Aucune femme, aujourd'hui, ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986. C'est pas inintéressant, ceci, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que fait l'humain quand il sent que il n'arrive pas à aller plus haut? Il triche. Et ça, tricher, vous savez tous dans votre métier, ça ne marche pas. On va payer un jour la dette, bien évidemment. On ne vit pas plus vieux, on ne saute pas plus haut, on ne lance pas plus loin, on ne court pas plus vite, et on ne vit pas plus longtemps. Alors, finalement, qu'est-ce qui va nous limiter? Et qu'est-ce que je veux transmettre? Un mode de vie différent. Qu'est-ce qu'il faut passer à nos enfants? Une économie différente. Tout à l'heure, je regardais votre hélicoptère de combat. J'adore les hélicos. Je regardais manœuvrer. Et finalement, avec Thierry Marx, on a un amour commun, la libellule. Vous savez, vous êtes tous des ingénieurs, des techniciens de ces questions-là. Vous savez combien peut encaisser une libellule en accélération? 30 G. 30 G, pas 4 ou 5, 30. 9 techniques de vol. 100 km/h avec 2 watts. Et voit 360 degrés, 300 images par seconde. Il y a quelque chose là. Et qu'est-ce qu'on fait? On assèche les morts, on met des pesticides dedans, sans regarder ce qui se passe. Alors ma transmission, c'est ça. Où est le respect du vivant, dont on a viscéralement besoin pour vivre? Qu'est-ce qu'on mange? Que de la biodiversité? Avec qui on coopère? Nos derniers travaux sur les bactéries nous montrent qu'un corps humain, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines, et que de plus en plus, ces cellules bactériennes interfèrent avec les cellules humaines que nous possédons. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes tous entrelacés. Et ma dernière image, c'est un peu ce que je voudrais transmettre au niveau d'une économie qu'on devrait changer. Le vivant innove en permanence, depuis toujours. Le vivant fait tout avec une très grande économie d'énergie. Le vivant ne produit jamais une substance qui ne s'est pas dégradée. Le vivant n'a pas de déchets. Il y a un acheteur pour son déchet. Quand mes vaches, je préside une réserve naturelle dans la Massane, me font des boues, j'ai des scarabées qui viennent les dégrader, bien sûr. Le vivant innove pour tous, pas pour quelques-uns. Ce qui veut dire aujourd'hui que le corollaire de tout ça, et c'est ma transmission pour vous ce soir, le vivant ne maximise jamais, il optimise. Ne croyez pas qu'au lieu de le détruire, on ferait beaucoup mieux d'aller regarder comment il fait, de comprendre comment il vit, l'admirer, l'aimer, partager, humilité, on en a parlé, beaucoup plus de prévoyance, bien évidemment, et tuer la cupidité. Et pour ça, il faut passer à une économie différente qui arrêtera de faire du profit en détruisant ou surexploitant la nature. Merci.